Voilà, bonjour, bonjour Walida Jarajeti, bienvenue sur diversité.be. Nous sommes ravis de, oui, Bonjour nous sommes Malika, d'avoir répondu à cette invitation et de pouvoir discuter avec vous. c'est avec un grand plaisir. On est vraiment enchantés de vous recevoir, surtout que vous êtes un homme qui avait plein d'idées. Vous avez créé un site qui s'appelle Friction, qui est un Exact, ouais. site qui a vu le jour, je pense, après le premier confinement, donc c'était en juin 2020. Vous allez nous en parler de manière un peu plus approfondie, mais peut-être avant, vais vous présenter brièvement. Hein. Donc, j'ai quelques petites notes ici. Donc, vous êtes écrivain, vous avez publié un premier roman qui s'appelle Fugue. On pourra peut-être en parler. Vous êtes tout jeune auteur, vous avez 39 ans, vous êtes aussi scénariste. Vous êtes globe-trotteur, vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis, en Amérique latine. Vous nous direz ce que vous avez découvert et qui vous a enrichi dans ces continents. Vous avez fait une école de commerce et une licence de cinéma, si mes informations sont exactes. C'est bien tout ça? C'est bon? C'est ça, j'ai même fait des études à un moment en informatique, donc voilà, tous les chemins mènent au web. Exactement. Bah, écoutez, on est vraiment enchanté de pouvoir vous donner la parole aujourd'hui et surtout de poser un projecteur donc, sur ce projet hein, qui est Friction, qui est un site qui est dédié à l'écriture, qui fait la part belle à toutes les fictions aussi, on dirait. Donc, c'est frictionnel, mais c'est aussi fictionnel. Est-ce que vous pouvez Exact. nous en parler un peu plus longuement? Bien sûr, bah écoutez, avec grand plaisir. Friction, en fait, donc c'est un média en ligne qui, voilà, qui s'est donné pour ambition de raconter les grandes questions de société qui traversent l'ensemble de sociétés contemporaines à travers la plume d'auteurs et de journalistes du monde entier. Donc c'est un média qui est bilingue, donc tous les textes sont à la fois en français et en anglais, et aussi dans la langue de l'auteur. Donc on a par exemple des auteurs, effectivement, on parlait d'Amérique latine, qui viennent d'Argentine ou du Brésil, donc leurs textes sont aussi disponibles en portugais et en espagnol et sous la forme de séries. Donc ces séries sont des séries thématiques. Donc par exemple, on a une série voilà qui traite du travail, qui s'appelle L'insoutenable légèreté du labeur. On va parler à la fois de l'impact du Covid au Sénégal, des bullshit jobs. Il peut y avoir effectivement de la fiction avec une satire autour du marketing, des chroniques, etc. Ou sinon des mini-séries. Donc ils peuvent être en fait un peu comme des séries classiques feuilletonnantes. Donc par exemple une que moi j'ai écrit d'ailleurs pour le site il y a pas très longtemps qui s'appelle Nostalgie du futur qui parle justement du Brésil puisqu'on parlait avant d'Amérique latine. Donc voilà, à la fois la fiction, du journalisme, des reportages, donc des chroniques, etc. Et aussi en podcast. Donc on a des podcasts qui sont à la fois des témoignages, de la fiction, euh, des chroniques, etc. Et j'ai cofondé ce média avec mon frère qui lui est journaliste et avec lui on a 13 ans de différence d'âge, donc on se complète puisque lui est plutôt côté journaliste, un peu le rédac chef du média. Puis moi je m'occupe plutôt, on va dire, du pôle littéraire avec les auteurs. Et puis voilà, ça fait 15 d'années que je travaille dans le digital, donc c'est moi qui ai conçu toute l'expérience numérique autour de ça, puisque c'est un site effectivement friction.co et c'est aussi une appli. Voilà, voilà en deux mots un peu la Alors, philosophie votre du frère, projet. on peut citer son nom, il s'appelle Bien Yad. sûr, Riyad Maouche, exactement, voilà, tout Il à fait. faut le saluer. Donc, c'est vrai que c'est un site tout à fait remarquable. Alors, ma première question, disons la deuxième plutôt à ce stade, comment vous est venue l'idée de ce site? Pourquoi et comment? Alors, il est extrêmement bien fait. J'invite d'ailleurs nos auditeurs, nos spectateurs téléspectateurs à aller le voir. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, enfin, parler de l'idée et du moment où vous avez eu envie de créer ce site? En fait, c'est venu par étapes. Disons que c'est d'abord est venu d'une envie de voilà d'auteur, de romancier. Je pense que comme tout romancier, tout auteur, voilà, qui est pas forcément introduit dans les milieux littéraires et au départ, voilà, c'est un peu compliqué de se frayer un chemin là-dedans. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un espace dans lequel on peut avoir des auteurs, des journalistes qui pourraient s'exprimer de manière plus spontanée et plus en corrélation avec l'actualité. Parce que c'est vrai que par exemple, si on écrit un roman ou un long texte qui est en relation avec l'actualité ou avec ce qui se passe en ce moment, bah, entre le moment où on le termine, le moment où on l'envoie aux maisons d'édition, on a des retours, le moment où c'est publié, finalement, il peut se passer plusieurs années, alors que parfois, dont on a envie, c'est justement cette connexion directe avec le public. Donc voilà, et, entre guillemets, démocratiser cet accès à l'édition et le web le permet. Le deuxième constat, que même si là, moi, je suis un amoureux du livre et ça fait partie de mon ADN, bah, je constate que autour de moi, même parmi des gens qui ont beaucoup étudié, qui sont très diplômés, les gens lisent de moins en moins, en tout cas, des romans, en tout cas des longs livres. Mais par contre, on n'a jamais autant consommé de séries, de contenus, d'histoires. Donc en fait, les histoires
quel que soit le médium, bah, en fait, les histoires sont là pour durer, ça fait partie de l'humanité. Enfin, moi, je suis d'origine algérienne, je suis kabyle. Bon, et ben, dans la culture kabyle, c'est vrai que c'est une littérature qui est riche, mais qui est d'abord orale, etc. Donc, le roman, le médium livre, pas forcément au centre de la culture, et pourtant, c'est une culture qui donne une large place au fait de raconter des histoires. Donc, Mhm. voilà, raconter des histoires, c'est universel, ça se fait uniquement par le roman. Et Internet vient aider à réinventer en fait, ces modalités de lecture. Et puis, troisième constat, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai habité 2 ans et demi au Brésil, 1 an au Mexique, 1 an et demi aux États-Unis, j'ai voyagé dans une cinquantaine de pays. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une forme d'horizontalité des questions de société. Donc, évidemment, quand on parle de sujets comme l'identité, euh, l'écologie, le féminisme, etc., c'est des sujets qui intéressent partout. Évidemment, la manière d'envisager les luttes féministes à Alger, à Paris, à Rio ou à Shanghai ne sont pas les mêmes. Mais au final, ce sont des sujets qui intéressent les gens. Et du coup, je me suis dit plutôt que de penser qu'il y a forcément des silos, ayons le courage de sortir de nos zones de confort et de confronter ses points de vue. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément toujours agréable. Mais si on a envie de sortir un peu de cette phase dans laquelle on est toujours un peu surpris de des élections, ou surpris de ce que son voisin pense, il faut être capable de se confronter à d'autres histoires que la sienne et d'autres points de vue que les siens. Et c'est l'ambition qu'on a avec Friction. Alors, j'ai pu évidemment avoir accès à ce site, hein, j'ai un peu surfé, comme on dit. Vous avez des auteurs très variés, hein, des hommes, des femmes, vraiment de toute nationalité, et c'est très multiculturel, justement, et c'est ce que nous aimons aussi dans diversité.be. Comment vous faites vos choix d'auteurs? Est-ce que ce sont eux qui viennent vers vous? C'est vous qui allez vers eux? Quels sont vos critères de choix de texte aussi? Alors, il y a eu on va dire que ça a été à la fois un concours de circonstances, en fait, le lancement, le mécanique du lancement, c'est-à-dire que moi, je suis rentré du Brésil, c'était début 2020, donc juste avant le confinement, pour un programme d'incubation à Paris, pour justement incuber le média et le lancer. J'avais en tête de le lancer en septembre, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le confinement, donc je me suis retrouvé 2 mois et demi seul dans mon deux pièces à Paris, donc à essayer de dire bon comment on fait maintenant, parce que j'avais à l'époque une mission dans le conseil qui devait m'aider un peu à financer le lancement du média, c'est tombé à l'eau. Et du coup, voilà, c'était le côté négatif. Le côté positif, c'est que finalement, la preuve de concept sur la ligne édito de Friction était là, puisqu'on avait le sujet du coronavirus et du confinement. Du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à contacter plein de gens que je connaissais. Pareil pour mon frère dans son réseau de journalistes. Et en fait, de proche en proche, j'ai commencé un peu aussi à beaucoup regarder l'actualité, à me dire qu'est-ce qui se passe dans tel et tel pays, qui est-ce que je connais là. Et puis de proche en proche, là, c'est comme ça qu'on a constitué un premier réseau d'auteurs. Et c'est là, c'est vrai que les voyages m'ont beaucoup servi. C'est vrai que tous mes amis ne sont pas des auteurs, bien loin de là, parce que moi j'ai une première carrière dans mon entreprise assez classique. Par contre, voilà, disons qu'il y avait l'accès à des gens qui avaient des choses à dire, qui avaient des points de vue à faire valoir. Et c'est comme ça en fait que ça s'est fait pour les 6 premières séries. Et puis après, maintenant, c'est vrai qu'on reçoit des propositions un peu spontanées. On a aussi des thèmes beaucoup plus identifiés qui nous permettent d'aller chercher des gens on a repérés un peu sur Internet. On fait aussi des appels à texte. On va lancer un appel à texte pour la deuxième saison de notre série sur l'amour qui s'appelle Love Better. Donc, on va appeler à la fois des auteurs connus, moins connus. Donc, aussi ce côté un peu appel à texte. Donc, voilà, c'est un peu un mix de tout ça. Et après, sur les géographies, ça dépend, comme je vous dis, aussi l'actualité. Par exemple, on a une série qui parlait des États-Unis juste après l'élection. On parle des États-Unis. Donc, là, pareil, le Mhm. pari, ça a été d'essayer de trouver dans notre réseau et aussi par des appels à texte ou des sollicitations sur Internet, des Ouais. auteurs et des journalistes capables de parler de ça. Alors, vous avez des auteurs aussi qui sont publiés dans parfois Bien sûr. de maisons d'édition prestigieuses françaises, de les initier à votre site, de les séduire a été facile ou plutôt compliqué, ou est-ce que vous ont été tout de suite d'accord de vous suivre dans cette aventure? Non, écoutez, moi je suis toujours surpris parce que en fait c'est toujours plutôt très bien accueilli. Je pense qu'il y a à la fois cette proposition en fait de proposer un espace où on court-circuite un peu ce circuit très long de l'édition, parce que Mhm, voilà, hein, quelque part, nous en quelques semaines, maximum quelques mois, leur texte va être en ligne. On a une équipe éditoriale voilà qui est vraiment aussi euh, très attentive à la qualité des textes. Le texte est en français et en anglais. On fait aussi pour certains textes des versions en podcast. Les dernières, on était justement du lancement, on a été en finale du Paris Podcast Festival avec un texte de Mark Shepson et on se retrouve face à des très gros, à Spotify, à Arte Radio, etc. Donc je pense que voilà, c'est le fait d'avoir un espace où il y a plus de liberté en termes de format, de connexion directe avec le public, une forme d'immédiateté séduit. Et puis aussi, c'est le défi de tester en fait des nouvelles formes parce que je pense que la série, ce qui se passe avec les Netflix, etc., fascine les écrivains, les romanciers. Donc se dire, se tester sur ce format un peu sériel,
Et puisque quelque part, le format qu'on a avec les mini-séries, c'est proche un peu du format sud-américain, qui sont celles des novellas, enfin pas les novellas de la télé, mais les novellas littéraires. En gros, c'est un mi-chemin entre la nouvelle et puis le roman. Donc, on est un peu dans cet entre-deux. Et je pense que voilà, finalement, c'est renouer un peu avec l'esprit des cafés littéraires, c'est-à-dire le côté un peu labo et d'expérimenter de nouvelles formes. Mais à Là, l'heure du web. ça va faire un an en juin prochain. Donc, Ouais. est-ce que vous pouvez déjà faire un petit compte rendu du succès? Est-ce que vous êtes bien reçu? Est-ce que le public suit? Bah écoutez, non, nous, on est très heureux doucement, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a lancé ça, voilà, dans une période du Covid, avec des moyens limités financièrement, et puis euh, voilà, on a eu sur la première année, je crois, si je dis pas de bêtises, à peu près 20 000 lecteurs uniques Non, sur très les 6 bien, premiers mois. Voilà, c'est bien. On a très bien. 30 à 40% du lectorat qui est à l'international. Voilà, on a eu aussi beaucoup, enfin, surtout de retours qualitatifs en fait sur la qualité à la fois du texte et de l'expérience numérique. Et voilà, aujourd'hui, on a pas mal de projets qu'on est en train de nouer avec des institutions, des partenaires un peu privés qui veulent utiliser, par exemple, bon, il y a une ambassade d'un pays avec lequel on travaille pour faire un programme de creative writing, de création littéraire entre la France et ce pays-là. Donc, j'en dis pas plus que je vais pas me porter malheur, mais voilà, enfin, typiquement, ça ouvre voilà des potentialités de collaboration et avec toujours cette idée de raconter des histoires sous plein de formats différents. Et puis, ben, pour le futur, ce qu'on espère, c'est réussir à créer des partenariats avec des médias plus gros. Là, on a un Oui. super podcast qui sort dans 3 semaines sur le thème de l'anorexie, avec une histoire assez incroyable d'une jeune femme voilà, qui raconte ça, et avec une journaliste, ça fait 3 ans qu'elle bosse sur ce sujet, elle a fait un podcast assez incroyable et tout. J'ai très hâte de partager ça. Donc voilà, petit à petit, Mais j'ai cru voir on aussi que avance. vous rémunérez les auteurs. Les textes Ouais, bien sûr. sont... Hein. Alors Oui, ça pour c'est le tout bien. début, oui, pour le tout début, bah, les journalistes sont rémunérés bah, à la pige, donc au feuillet. Mhm, Après, pour les auteurs, ça dépend, pour être tout à fait transparent, ça dépend du niveau aussi d'expérience. C'est sûr que pour des auteurs qui sont vraiment très débutants, entre guillemets, c'est déjà le fait de pouvoir publier, et parfois il peut y avoir beaucoup d'allers-retours de travail. Donc quelque part, ce travail d'accompagnement, bon, et puis eux, ils sont contents de publier. Après, pour les tout mhm. premiers textes, on n'a pas toujours été capable de payer, mais maintenant, voilà, systématiquement, on rémunère, que ce soit les romanciers, que ce soit les écrivains, les auteurs de chroniques, etc. Voilà, on essaie au maximum de rémunérer les gens parce que voilà, tout travail mérite salaire. Évidemment. Alors, Walid, je voudrais aussi vous demander quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le monde de l'édition en France? Est-ce que vous, bon, évidemment, dans le monde francophone, les éditeurs parisiens voilà, les éditeurs par excellence, même si on peut publier dans d'autres dans d'autres pays de la Bien francophonie. sûr. Si on publie à Paris, évidemment, on gagne je dirais, en visibilité. Donc, quel est le regard que vous portez-vous en tant qu'auteur sur aujourd'hui le monde de l'édition en France? Est-ce que une place est faite à la fameuse diversité que nous incarnons Ouais. tous? Là, Bah, c'est plus disons difficile. que disons que je trouve que c'est, moi, j'ai un éditeur qui m'a dit quelque chose, qui m'a dit un jour une phrase, pour moi, résume tout, c'est, il y a des gens qui ne te liront pas pour ton nom, il y a des gens qui ne te liront que pour ton nom. Et je Ok. pense que ça résume tout. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a encore un peu une bataille à mener, c'est arriver en fait à ne pas être cantonné au genre du témoignage et arriver à être reconnus comme des écrivains et des romanciers à part entière capables de déployer un imaginaire aussi ample, aussi fort que plein d'autres auteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est Alice Zeniter, l'auteur dont le père est, je crois, que un des deux parents est algérien, harki, etc. Et qui disait ça, elle faisait une interview croisée avec Faiza Gouen dans Mediapart, et elle disait ça hyper fort. Elle disait, j'ai pas voulu écrire tout de suite une histoire qui était en rapport avec l'histoire de ma famille, migration algérienne, parce que je savais que j'étais tellement entendu là-dessus que, au lieu d'être vu comme comme une romancière, comme une écrivaine, j'allais être traité à travers le fait social. Et du coup, elle écrit un premier roman qui est décentré, où elle parle d'autre chose, elle parle de la Hongrie, du Nil, enfin peu importe, et qu'elle a attendu son, je sais plus combien de romans pour écrire L'Art de perdre, qui raconte, voilà, un peu, c'est pas l'histoire de sa famille, mais en tout cas, ça raconte l'histoire d'une famille de génération. Et je la cite, elle a dit, je voulais être prête pour vraiment écrire un putain de roman. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a une difficulté à sortir un peu des sujets attendus. Il y a Mhm. des écrivains qui le font, hein, il y a des écrivains qui le font, mais côté maison d'édition, si vous n'êtes pas exactement dans la case, si vous n'êtes pas exactement dans le type de sujet ou de discours qu'ils attendent,
Je dis pas que c'est impossible, parce qu'en vrai, éditer, c'est difficile, quel que soit le milieu d'où vous venez. Mais disons que voilà, pour des auteurs, on va dire que c'est la diversité, il y a en plus cette attente sur, ouais, on veut que vous parliez de votre petit sujet, qui confère au témoignage, et que du coup, dès que vous écrivez sur des histoires ou des personnages qui sont pas dans ce qu'ils imaginent que vous écrivez, bah, c'est plus difficile. Et moi, ça m'est souvent arrivé, parce que voilà, moi, j'ai le nom que j'ai la tête que j'ai, donc les gens s'imaginent que je leur parle d'un certain nombre de sujets. En vérité, moi, ça fait 20 ans que j'habite pas en banlieue. Euh, c'est évidemment tous les sujets autour de l'identité et de la diversité me sont très chers. Là, je participe à un livre sur la thème de l'esclavage qui est encadré par Mark Shepson et Sidayer Edici. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent évidemment. Mais pour autant, en vrai, dans ce qui m'arrive au quotidien, les gens que je fréquente, je vois les milieux que je traverse, c'est hyper divers. Donc, ça se ressent dans l'histoire que je raconte. Oui. Et il va y avoir toujours cette envie de ramener vers voilà ce sujet autour de l'identité, de machin. Et c'est un Alors, peu, en fait, c'est un peu fatigant en fait. C'est fatigant. l'actualité en France, elle est très chaude, hein, évidemment, Ouais. avec les événements ben voilà. Mm. Je voulais aussi vous demander, est-ce que ça, en tant qu'auteur, intellectuel, entrepreneur, est-ce que vous sentez aujourd'hui une pression supplémentaire sur vos épaules ou pas forcément? Bah, en Est-ce fait, j'ai qu'on vous envie de dire, regarde malheureusement, différemment? Oui. disons, bah, disons que c'est vrai que par exemple, je pense qu'il y a forcément des formes de projection sur l'idée de ce qu'on peut penser ou de ce qu'on peut produire avec Friction, que les gens vont s'imaginer que forcément on est sur une certaine ligne, qu'on défend certaines idées, etc. Alors qu'en vrai, par exemple, sur Friction, notre idée, c'est vraiment d'incarner des points de vue super différents. Donc moi, j'ai pas de problème avec l'idée d'avoir des auteurs, des journalistes qui ont des points de vue radicalement opposés aux miens. Un truc qui est pas lié à l'identité ou à ces questions identitaires. Par exemple, on a une série sur le travail, on a un des épisodes, c'est lié au bullshit jobs. Et par exemple, le témoignage qui est fait dans le premier épisode du bullshit jobs, bah moi, en tant qu'ancien consultant, je n'étais pas forcément d'accord avec ce qui était dit. Je crois que c'est une vision du travail qui était un peu candide ou naïve ou, enfin, voilà, qui manquait de maturité. Mais pour autant, on publie parce que, en fait, c'est la ligne éditoriale, c'est d'incarner différents points de vue. Donc après, je dirais que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu la continuité d'une séquence pour moi qui a démarré en 2005. C'est-à-dire que voilà, c'était ce moment voilà avec les révoltes en banlieue, le gouvernement Sarkozy, et ainsi de suite. Enfin, on a une séquence où on est de plus en plus, on va dire, polarisé sur ces questions-là. Et c'est pas, Mais disons que ça vous date êtes pas jeune, maintenant, hein, quoi. vous avez 39 ans, donc c'est vrai que vous aviez à ce moment-là Bah, moi, j'avais 25. 23 ans, voilà, Voilà. j'avais 23, 24 ans, et ça a correspondu, et Et c'est vrai que voilà. votre intime conviction depuis, depuis vos 23 ans à aujourd'hui, à l'aube de vos 40 ans, est-ce que vous avez l'impression que les choses se sont aggravées? Est-ce que c'est plus aigu comme malaise? Je sais pas. Alors, En fait, je suis on quitte un peu partagé. la littérature, hein. Je suis partagé, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, je pense que cette polarisation, elle est plus forte parce qu'en fait, je pense que aujourd'hui, on arrive à un moment où, voilà, des gens comme moi, il y a beaucoup de gens qui sont diplômés, il y a des gens qui ont, voilà, qui réclament leur société, comment dire, une pleine place dans la société civile, Mhm. qui ont pas envie d'être cantonnés à certains sujets. Et du coup, forcément, cette visibilisation, justement, bah, de cette nouvelle identité française, de cette nouvelle identité européenne, bah, ça crée des crispations parce qu'en fait, forcément, pour le dire de manière un peu caricaturale, c'est sûr que quand on était à la génération des parents, des grands-parents qui travaillaient dans des supérettes ou à l'usine et qu'on voyait pas, qui baissaient la tête, qui se taisaient, bah, c'est sûr que la crispation, l'opposition, c'était moins visible. Donc, quelque part, c'est une lutte pour les places. Je dis pas au sens identitaire, mais simplement même social, en fait. C'est un peu comme pour le féminisme. À un moment donné, le féminisme crée, en fait, une crispation, à un moment donné où les femmes réclament au bord des grandes entreprises les mêmes places que les hommes. Bah, en fait, pour la question de diversité, c'est la même chose. C'est parce que vous n'êtes plus juste un petit objet exotique en périphérie de l'identité principale, que vous dites juste, bah, moi aussi, je suis au centre comme vous. Bah, ça crée des crispations de certaines personnes. Donc, en regardant le côté positif, ça veut aussi dire que, voilà, moi, quand je me balade à la Défense, donc quartier d'affaires à Paris, bah, je vois des gens, voilà, qui ont toutes les couleurs, toutes les origines, et je trouve que ça incarne Ouais. la diversité de la société française. Donc, en moi, c'est des crispations dans lesquelles on est. En vrai, c'est une dernière résistance avant une sorte de reconnaissance de le côté multiculturel et divers des sociétés européennes. Pas que la France, hein. La France, une histoire très particulière. Voilà, c'est un peu on va dire la tête de Mhm. gondole sur la question de la diversité, mais en vrai, en Belgique, c'est la même chose, en Allemagne, c'est la même chose, en Angleterre, avec juste des histoires liées historiques qui sont différentes, mais on est dans la même mécanique.
Alors, Walid, on va revenir donc à votre projet, à votre site, hein, Friction. Est-ce que vous avez quand même des limites éditoriales? Parce que vous me disiez, voilà, nous, on est ouvert, on prend tout, on respecte toutes les opinions. Est-ce que malgré tout, il y a une limite que vous ne franchirez jamais? Bah, déjà, je pense que la qualité, je pense qu'il faut que ça soit bien écrit. Il faut que c'est du style. Il faut que voilà, qu'il y ait un vrai travail éditorial qui soit vraiment exigeant. Je pense voilà, des textes qui appelleraient à la haine, quelle qu'elle soit, ils sont de toute façon hors de propos. Euh, et je pense aussi, enfin voilà, je pense que c'est un peu les deux principales limites. Après, je pense qu'aussi, voilà, il s'agit pas de faire, comment dire, comme forcément Quand je notre parlais de site, c'est limite, ça peut raconter être le une monde à limite travers. idéologique. Ah, Ça peut être aussi voilà, une non, mais limite idéologique. Voilà, c'était aussi mais dans à ce sens. travers, comme c'est aussi raconter le monde à travers l'intime. Bon, bah, il faut aussi que la personnalité de l'auteur ou son parcours, bon, c'est sûr que si on a quelqu'un qui a des choses très graves, on n'a pas envie de faire la promotion de ce qu'il ou elle raconte. Après, sur limite idéologique, je pense qu'à partir du moment, voilà, on est dans les limites, on va dire, de la vie démocratique et des débats d'idées. Moi, j'ai pas de problème à partir du moment où, comme je vous disais, euh, même si on serait capable de donner, voilà, tribune à des gens, enfin tribune en tout cas, de raconter des histoires des gens qui ont des points de vue, voilà, très différents. Après, je pense que la difficulté, c'est de voilà, d'arriver à incarner avec nuance en fait des différents Exactement. sujets. Voilà. Écoutez, c'est excellent. Mais je voulais aussi vous questionner aussi sur les auteurs, hein, qui participent, hein, à Bien sûr, votre site. Est-ce que pour eux, parfois, ça peut être aussi une passerelle pour une publication? Est-ce qu'on peut mettre dans son CV, j'ai publié bien sûr. un site Ben, sur le site de Friction? Est-ce que ça peut aider à la publication ensuite dans une maison bah écoutez, d'édition? on a un super exemple en fait parce qu'on a un texte en fait qui s'appelle La couleur du désir qui est écrit par un auteur et metteur en scène qui s'appelle Jean-Baptiste Fous, qui est français d'origine cambodgienne. Et en fait, c'était dans notre série justement sur le thème de l'identité et notamment des identités raciales qui s'appelait La race et la fiction la plus sombre. En gros, on raconte que finalement, l'idée de race, c'est une fiction, c'est-à-dire qu'en vrai, c'est une perception, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être noir, être blanc. Moi, par exemple, quand je suis en Amérique latine, je suis considéré entre guillemets comme blanc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc je sais pas. Enfin, donc c'était raconté ce sujet-là à travers un certain nombre de témoignages, d'articles, etc. Et donc, ce récit que Jean-Baptiste fait, en fait, lui, donc, français d'origine cambodgienne, il a grandi en région parisienne, et il se trouve qu'il est homosexuel, et donc il raconte son rapport au désir, à la projection des autres, parce qu'en étant qu'un homme gay et asiatique, bah, il n'était pas dans le haut, on va dire, de la désirabilité. Il raconte son parcours à travers 3 continents et 2 décennies. Et justement, ce texte a été un des textes qui a été le plus lu, qui a fait beaucoup réagir. Il a réalisé un podcast au Cambodge en français et en anglais. Et en fait, ça lui a permis de décrocher une publication Très bon, je bien. ne vais pas faire de spoiler, mais c'est dans une belle maison d'édition qui est dirigée par une écrivaine très connue. Et bon, je touche du bois pour lui. Et normalement, voilà, l'essai devrait sortir sur ce thème-là, j'espère, bah, dans les prochains mois. Et oui, oui, non, on s'imagine vraiment comme un tremplin en fait d'auteurs, et même plus loin en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on devienne à terme un réservoir d'auteurs et d'histoires pour l'industrie, enfin pour l'audiovisuel, pour les Netflix, etc. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est quand même triste que dans la chaîne du livre, les seuls qui gagnent pas d'argent sont les auteurs. C'est vrai. Donc il y a pardon? Oui, je confirme en effet. Voilà, donc bon, il y a un moment donné, c'est quand même les personnes qui écrivent les histoires. Donc C'est ça. et je pense aussi, autant moi j'ai toujours pensé que les romans étaient supérieurs aux films. Donc et c'est vrai que les séries m'ont un petit peu fait changer d'avis. Alors ça vous va pour toutes les séries, mais je pense à une série comme The Wire, voilà, que j'ai découvert une dizaine d'années et qui est écrite par un journaliste américain qui se passe à Baltimore et qui décrit différents milieux, etc. Et j'avais été impressionné en fait par la profondeur psychologique des personnages, les arches narratifs, etc. Et je m'étais dit, en vérité, dans l'audiovisuel, quand on prend le temps, quand c'est bien écrit, on peut avoir une profondeur qui est digne du roman. Et c'est vrai que ça me donne envie. Voilà. En tout cas, j'imagine Friction comme un incubateur potentiellement de projets pour audiovisuel. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis en fait, où vous voyez une passerelle qui est faite entre texte, podcast, puis les écrans. Bah, écoutez, Walid, en tout cas, on est vraiment heureux que vous ayez eu cette idée, en fait, que ça existe. On vous souhaite évidemment beaucoup de succès. On espère que voilà, ça créera d'autres initiatives parce que je pense que c'est probablement aussi euh, un des avenirs du livre, hein, parce que je crois que Bien l'édition doit sûr, toujours exister, le roman, le livre en règle bien générale doit toujours sûr. exister en tant qu'objet.
Ça, c'est en tout cas quelque chose auquel on tient beaucoup, mais c'est important aussi de revisiter la manière de lire et Friction, je pense, marie très bien cet objectif. Walid, je vous remercie pour cet entretien. Voilà, nous vous souhaitons beaucoup C'est de moi qui vous chance. remercie. Peut-être je peux avoir un dernier message. Je m'en permets, puisque effectivement on est sur diversité.be. S'il y a des autrices ou des auteurs basés en Belgique qui voilà, se reconnaissent dans l'éditorial de Friction, bon, on a 4 grands thèmes dans la série, le travail, l'amour, les révolutions. Je vous dis quatrième, mais c'est pas très grave. Vous trouverez sur le site et qu'ils ont des histoires à proposer. Eh ben, écoutez, qu'ils n'hésitent pas et qu'ils écrivent effectivement en français, en anglais. Bon, alors je lis pas le flamand, mais on peut se débrouiller aussi. Voilà. Donc ils sont les bienvenus. Bon, le message en tout cas est bien passé. Merci Walid. À très bientôt. Merci. Merci Malika. À bientôt. Au Au revoir. revoir.